par sanctionner les valeurs qui sont des contre-valeurs, Ok. les sanctionner durement pour que les jeunes, qu'ils aient 18, 25 ou 35 ans, comprennent que ça ne se fait plus. Ok. Ça, ce n'est plus accepté par la société. Parce que tant que ça le sera, ah ben, ils ne vont rien changer. Parfait. Voilà. Et en fait, c'est bien de le dire. Et moi, je me tourne effectivement vers Khadija parce qu'avec JMS, vous communiquez déjà depuis pour une cible qui est beaucoup plus jeune. Donc, vous avez des messages que vous passez. Est-ce que ces messages-là sont entendus, ces messages civiques, ces messages citoyens? Alors, en fait, merci pour ta question. Ça me permet de... Parce que justement, je voulais rebondir assez rapidement sur Bien sûr. l'intervention de Liam et puis après l'intervention Derek. d'Éric. Voilà. C'est que Liam, il a souligné quelque chose de très pertinent. Après, comme la question est portée sur la digitalisation, ça ne m'a pas permis de souligner ça, mais j'ai particulièrement apprécié qu'il puisse souligner ça parce qu'en fait, une autre chose qui est constatée aujourd'hui et qui est malheureusement, qui n'est pas vraiment intéressante, c'est le fait qu'on ça. La digitalisation, en fait, justement, en matière de communication civique, de communication politique, de communication gouvernementale, justement, la digitalisation a un peu comme ce truc qui te donne l'impression que tu fais beaucoup, Okay. alors qu'en fait, tu fais rien du tout au réel. Parce que justement, comme tu te dis qu'aujourd'hui, le citoyen, quelque part là, à 1000 lieues d'Abidjan, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de, je sais pas, que sa ville ou son village n'est pas éclairé, il arrive quand même à partager des photos de ce qui se passe là-bas, il arrive quand même à faire des publications sur ce qu'il vit au quotidien. Ça te fait te dire en fait que donc là-bas il y a Internet, il a accès à Internet, donc quand je communique avec celui-là via Internet, il a accès à mon message et il comprend mon message, alors que non, Okay. pas forcément. Ouais. Voilà. Et donc, justement, moi, j'aime dire que justement, la digitalisation en matière de communication civique, de communication gouvernementale et de communication politique, c'est en fait cette pièce-là à deux revers, Okay. mais dans tout le sens du terme. Parce que justement, d'une part, ça peut te donner l'impression que tu en fais beaucoup, alors que non, comme je le disais. Et d'autre part, justement, c'est que c'est vrai qu'en fait, c'est pas que tu ne fais pas beaucoup, tu fais beaucoup. Mais malheureusement, le contexte ne s'y prête pas encore pour les raisons que Liam a évoquées. C'est pour ça qu'en fait, on le dit souvent dans nos interactions sur Twitter, c'est dommage, mais nos politiques, quand ils sont en période de campagne, ils savent comment atteindre les cibles qui n'ont pas accès à Internet. Mais une fois cette période passée, non, la digitalisation, Internet peut tout faire. Alors que non, vous êtes bien conscient du fait qu'on a, parmi justement cette cible que vous voulez atteindre, un grand nombre de personnes qui ne comprennent même pas forcément les messages que vous passez via Internet, un grand nombre de personnes qui n'ont même pas accès à Internet, et comme il l'a dit, un grand nombre de personnes qui ne savent même pas encore faire la part des choses, qui ne peuvent même pas, en fait, critiquer le message que vous leur transmettez. Donc, ils n'ont même pas les outils qui leur permettent de savoir que ce que vous êtes en train de dire n'est pas fondé, est fondé ou pas. Donc, il a dit tout à l'heure, quand un député dit « je vais vous offrir des routes », le député, il ne peut pas offrir des routes. Ouais. Il peut justement faire en sorte qu'on ait des lois ou des politiques publiques qui puissent être favorables à la construction de routes, mais il ne peut pas vous offrir des routes. Exact. Quand un maire vous dit « je vais faire ci ou ça », alors qu'en fait, ce n'est même pas dans ses prérogatives, ses missions, ce n'est même pas dans son cercle, justement, son périmètre d'action, il ne peut pas le faire. Il faut que vous soyez justement capable de faire la différence entre ce que peut faire ou ce que peut vous apporter un député, un maire, un sénateur, un ministre ou un président d'institution. Et ces informations-là, c'est des informations sur lesquelles il faut communiquer, c'est des informations qu'il faut transmettre, pas forcément par le biais d'Internet, justement, au regard de nos réalités actuelles, mais déjà par les différents, je n'ai pas envie de faire ma communicatrice, mais par les différents, je vais dire, les différents canaux ou méthodes, justement, de transmission d'informations qui existent au réel. Parce que quand on n'avait pas de digital, qu'est-ce qu'on faisait ? On se parlait simplement. On se parlait simplement. Ouais. Même aujourd'hui, ça se fait toujours dans nos quartiers, sous les arbres, à la cabine, au grain, comme on dit. C'est justement ces petits espaces-là qui nous permettent justement de communiquer entre nous et de transmettre des informations. Il faut justement contribuer à... Il faut qu'on puisse tous les acteurs justement impliqués, il faut qu'on puisse participer à optimiser ces espaces et canaux de transmission de l'information pour pouvoir donner justement ces informations civiques, ces informations citoyennes-là, afin qu'on puisse parvenir à cette conscience politique dont on discute aujourd'hui. Okay. Et tu as parlé justement de JMS, c'est un peu ce qu'on essaie de faire parce que, puisqu'on parle de conscience politique,
ce que moi je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas, tous les acteurs, que ce soit donc les acteurs de la société civile, donc nous, les responsables d'ONG, nous, ces personnes qui portent donc des projets de société, nous, professeurs, étudiants, voilà, et puis les acteurs institutionnels, c'est qu'on puisse, et même les acteurs politiques, c'est qu'on ne puisse même pas parvenir à travailler ensemble pour porter les messages qu'il faut porter. Ça, c'est dommage. Parce que déjà, au niveau, donc, parlons donc du premier niveau, au niveau des acteurs politiques, c'est très dommage. Regardons l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, on a une opposition qui n'est même pas capable de se fédérer autour des mêmes messages, ne serait-ce que pour pouvoir lever certaines barrières, relever certains défis. On pense individualité. Au niveau des acteurs, on va dire institutionnels, nos acteurs institutionnels ne sont même pas capables de faire la part entre communication politique, communication institutionnelle et communication civique, donc citoyenne. Cela, c'est juste, on a eu l'occasion de le constater sur la communication qu'on a adoptée vis-à-vis de la révision de la liste électorale, exact. qui est justement le fait d'aller vérifier les informations sur soi, sur la liste électorale, c'est un acte profondément citoyen, c'est un acte non partisan. Mais aucune de ces institutions-là n'a communiqué comme il fallait là-dessus. Certainement parce qu'ils se sont dit, puisqu'on est le régime au pouvoir, si on communique là-dessus, on va penser qu'on est en train de, de communiquer pour que les gens y viennent. Alors que c'est un acte citoyen non partisan, profondément patriote. Personne n'a communiqué là. Donc, eux-mêmes déjà, ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre ce qui est politique, ce qui est institutionnel et ce qui est citoyen, donc civique. Maintenant, nous, au niveau donc, des acteurs de la société civile, s'il y a une chose que je déplore également, c'est le fait qu'on ne puisse même pas se fédérer pour faire passer les messages qu'il faut. Tout de suite, s'il y a une élection, je raconte n'importe quoi, c'est un exemple que je prends, si Liam est président de l'ONG Oiseau Bleu, donc l'ONG Oiseau Bleu va lancer sa campagne de communication pour sensibiliser les citoyens sur les élections qui arrivent. Eric, il est président de l'ONG Jean Blanc. Alors Eric et son ONG vont lancer une campagne de l'ONG Jean Blanc pour sensibiliser sur les questions électorales. Khadija, avec donc son ONG Sac Bleu, on va lancer une campagne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une démultiplication des messages. Parce qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. De manière fédérée. Merci. Pour porter les sociétés ou les populations, ou alors entre griffes, revenons même sur la question, les sociétés civiles qui ont réussi à le faire, ce sont justement des sociétés civiles qui ont réussi à s'organiser pour porter leurs messages, porter les messages qu'il faut. Je ne vais pas citer les contemporains. Le Sénégal, le Ghana, on a là des sociétés où on a 1 milliard d'ONG qui font dans tout. Développement durable, citoyenneté, défense des droits de la femme, etc. Mais quand il s'agit de porter des messages citoyens, ils agissent tous ensemble. Ils se réunissent. Tu verras le même hashtag, tu verras sur le même événement. Donc, s'ils organisent une activité dans un village, sous un arbre là, un arbre à palabre, toutes les ONG seront présentes, tout le monde sera là, ils vont travailler de concert à l'atteinte de ces objectifs-là. Ce qu'on n'a pas forcément en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, pour que moi, je puisse... Pas forcément. Ah non, moi, j'ai galéré pour pouvoir ne serait-ce que contacter certaines personnes. Mais on ne va pas revenir. Donc déjà, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse déjà comprendre que seul, on peut avoir de très belles idées, on peut avoir de très beaux plans d'action, mais si on ne se met pas ensemble, on n'y arrivera jamais. Et pour des questions de sensibilisation citoyenne, d'accompagnement à la citoyenneté, si on ne décide pas de travailler main dans la main pour pouvoir faire passer des messages, que ce soit via le digital ou dans la vie réelle, on va jamais y parvenir. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec JMS. Donc, on essaie de se dire qu'il faut faire de JMS cette plateforme-là qui va venir faire de l'accompagnement en matière de citoyenneté, de civisme, et puis démythifier un peu l'histoire sociopolitique des différents pays ouest-africains francophones. Okay. Voilà. Donc, parfait. Alors, moi, je vais rebondir. Je fais peut-être le gars qui va un peu tout dans l'essence... Pas toujours. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à revoir déjà. Okay. Parce que, comme je ne cesse de le dire, on est dans une société élitiste. Comme vous avez Eric qui a appelé le vinaigre et la médaille à 12 ans, 13 ans. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des situations, ils ont 40, 50 ans, qui n'ont pas eu la chance de lire. Aujourd'hui, nous sommes dans des actions aujourd'hui qui
qui ont pris leur essor dans notre éducation, dans le milieu peut-être favorisé qu'on a connu, mais ce n'est pas l'apanage de la plus grosse masse. Il faut déjà qu'on l'accepte. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est bien, ces initiatives sont à saluer. Évidemment, elles sont à saluer et elles ont leur importance parce qu'elles permettent aussi de mettre en avant certains problèmes. C'est pour ça que je parle toujours d'engagement positif. Et par contexte, sa campagne à l'intérieur du pays a pu voir certains dysfonctionnements qu'il a pu apporter à sa communauté qui font qu'on est dans un certain confort. On n'imagine même pas ces choses possibles. Exactement. Voilà, donc ça a son importance. Après, il faut contextualiser toujours. Après, il faut contextualiser. Certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir des appartements à 22 ans, travailler à 25 ans et autres, mais il y a des personnes même jusqu'à cet âge-là qui n'ont pas l'électricité chez eux. Donc, on ne peut pas avoir le même rapport vis-à-vis de certains problèmes. On ne peut pas avoir le même rapport vis-à-vis de certains problèmes. Par contre, quand ces problèmes de l'intérieur du pays ou des difficultés arrivent à être portés à la majorité, ça peut impulser un changement. Il faut déjà revoir notre mécanisme de médiatisation, de formation. Parce que c'est ça le problème. Les véritables problèmes, Eric le soulignait tout à l'heure, aujourd'hui, pour moi, la chaîne nationale doit être celle qui doit former le citoyen. Parce que c'est elle qui est accessible à travers tout l'intérieur du pays. Voilà. Donc, il faudrait... C'est là que ça part. C'est les débats instructifs civiques. S'ils devaient avoir lieu là, pas dans des podcasts où on se retrouve, où on confondra des personnes qui ont la possibilité d'avoir Internet et autres, des téléphones qui vont même se sentir intéressés par ça. Non. Et qu'il y ait des forfaits qui soient assez longs. Parce exactement. Que l'épisode fait un peu voilà, plus c'est ça. Parce que le gars, il vit déjà une situation qui est tellement difficile qu'il préfère s'arrêter au premier béret, inutile, qui ne va rien apporter à sa vie, pour oublier un peu cette situation difficile. C'est la réalité. C'est pour ça que je dis qu'il serait intéressant de pouvoir apporter toutes ces actions-là à l'intérieur du pays sur ces personnes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu cet avantage que nous, avec les grandes villes, avec l'éducation qu'on a eue. Que la personne qui se trouve dans un fin fond d'un village, lorsqu'il arrive à avoir une minute de connexion, préfère partager un message sur ses difficultés ou les réalités de son pays que d'aller regarder une vidéo sur TikTok. Si la chaîne nationale n'impulse pas ce développement, c'est bien beau ce qu'on fait avec nos mecs moyens, mais on n'a pas encore atteint ce niveau de pénétration du digital pour pouvoir totalement basculer sur ce point. Je trouve que c'est très pertinent. Je sais qu'il y a Eric qui veut... Déjà, il y a deux choses que j'entends. Parce que souvent, je me dis... C'est pour ça que j'ai dit au départ j'étais très, très virulent. Vraiment, j'étais accusateur. J'avais le point de doigt vers tout le monde et après, j'ai compris. Première chose déjà, je pense que ce n'est pas totalement vrai de dire que les OSC travaillent toutes seules. Les OSC ont très vite compris qu'elles ne pouvaient rien faire seules. Parce que ça coûte cher de faire du militantisme. Ça coûte vraiment cher. Pour donner un exemple, en 2022, l'ONG Civis Côte d'Ivoire, qui est dirigée par le Dr Kwame, a commencé à faire une conférence, qu'on appelle la conférence de redevabilité, qui avait pour but de porter à la connaissance du public, de façon très simple et très terre-à-terre, les recommandations de la Cour des comptes. À cette époque, on ne parlait même pas encore de la Cour des comptes. Bien. Ils nous ont approchés, nous ont envoyé un courrier. Nous sommes une très petite organisation, environ une trentaine de membres, une dizaine d'actifs. Notre budget, je ne vais pas le dire ici, mais franchement, il n'atteint pas 10 millions. Quoi. Voilà. Ils nous ont approchés, ils nous ont dit, voilà, on a ça qu'on a envie de faire. Nous, on a dit, ça correspond à nos statuts, à ce qu'on a envie de faire aussi. On y va, on est partant. Je sais qu'ils ont, à cette époque, en 2022, ils ont contacté plus d'une centaine d'organisations pour qu'on puisse le faire tous ensemble. Parce que plus on est ensemble, plus on peut prendre une salle beaucoup plus grande, plus on peut faire plus de communication et attirer plus de monde. Au final, je pense qu'on était 3 organisations sur les 100 qui ont réagi positivement. Entre ceux qui n'avaient pas les moyens d'aider, mais on ne leur demandait pas des moyens en réalité. On leur demandait surtout de s'associer à l'initiative. Ouais. Entre ceux qui ont peur, parce qu'effectivement, s'ils s'associent à une initiative de ce type-là, ceux qui les financent vont trouver que machin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Ouais. Mais des gens sont très prudents sur ce genre de choses. Et on s'est retrouvé à 3, et progressivement, 5, 10. Cette année, on avait commencé dans une salle de 30 personnes, parce qu'on n'était pas beaucoup, on n'avait pas les moyens d'en prendre plus. Celui qu'on a fait cette année en 2024, qui est donc la 3e édition, on était dans une salle de 100 et quelques personnes. Okay. On a rempli à peine à plus de 75%.
Ok. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des ONG, des OSC qui font vraiment un travail, qui essaient de s'associer pour travailler. Ok. Moi, personnellement, je le fais. Dès qu'on m'invite quelque part, j'y vais gracieusement, je m'intéresse à tout. Je demande même quand je rencontre des gens, on doit faire des choses ensemble, on doit pouvoir travailler ensemble et on collabore et ça marche. Mais je veux dire que parfois, on a trop tendance, moi je l'entends parce que je suis dans beaucoup d'événements organisés par des OSC frères, amis, on y va et tout ça. Et les gens qui viennent, souvent prennent le micro, ils interviennent en disant « Oui, mais vous faites ça, mais on n'entend pas trop parler de vous. Les OSC, vous n'êtes pas audibles, ou l'opposition, vous ne faites pas votre travail. » Mais on n'est pas payé pour ça. On n'est pas payé pour ça. On prend sur le temps de famille de certains. Celui que je remplace aujourd'hui, Arnaud Gouy, je le salue. C'est quelqu'un avec qui je fais 80, 100, 200 km pour aller dans des endroits reculés, faire de la formation. Moi, je dis, moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants, donc je suis assez tranquille. Mais lui, il est marié, il a des enfants. Et parfois, je lui dis, mais je dis merci à ta femme, quoi, parce qu'elle te prête à nous, on fait ce que tu veux de nous. C'est notre photographe attitré, il est partout à tout moment. Vous imaginez ce que ça implique? Et encore, je me dis peut-être que sa femme est très compréhensive, sinon ça aurait pu gâcher son foyer aussi, de dire, mais tu es tout le temps parti, tu es tout le temps partout. En semaine, tu travailles, le week-end, tu cours pour aller aider les gens, mais nous, si on est là, quoi. Ouais. Donc, on n'est pas payé pour le faire. Donc, déjà, on n'a pas, qu'on va dire, d'obligation de résultat. On a une obligation de moyens. Effectivement, vous avez remarqué que, par exemple, prenons le cas des fondations allemandes, qui font un gros travail, mais énorme en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est quasiment, trois, il y en a 3 environ en Côte d'Ivoire que je connais. Je crois qu'il y a le Rosa Luxembourg qui est installé, donc Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann. Mais ils financent énormément d'activités en Côte d'Ivoire. Énormément. Mais ils sont financés par quoi? Par l'État allemand. Bon, nous, OSC, qui nous finance? Donc, du coup, personne n'a le droit de nous dire ce qu'on a. On fait ce qu'on peut avec nos moyens. Ouais. On se rassemble comme on peut et on essaie de porter ce message. Et progressivement, les choses vont pouvoir être entendues. Et évoluent dans ce sens. Et pour dire quelque chose par rapport à ce que disait Liam, qui est important, la chaîne publique ne fera pas ce qu'on demande qu'elle va faire. C'est clair. Parce que la chaîne publique répond à l'autorité de quelqu'un qui n'a aucun intérêt à ce que ça se fasse. Et ça, c'est Dr Kwame que je cite encore une fois, qui m'a dit une fois, une phrase magnifique. Aucun pouvoir ne donne de son plein gré à ceux qu'il dirige les clés de leur liberté. Oui, nous sommes en Afrique, il faut dire la vérité, nos gouvernants n'ont aucun intérêt à ce qu'on sache certaines choses. La Cour des comptes, là, le scandale de la Cour des comptes, le rapport sort tout le temps, hein. Il sort depuis 2022, chaque année. Personne ne s'intéressait. Et boum, en 2024, la publication vient du professeur Mamadou Koulibaly sur Twitter. Lui, il publie énormément de choses, le professeur Koulibaly. Si vous allez sur Twitter, vous abonnez à son truc, il publie des choses extraordinaires. Mais personne ne l'écoute, personne ne le regarde. Ou les gens l'écoutent, mais ils ont peur de relayer ce qu'il dit. Donc, il y a quelqu'un qui comprend que Twitter, c'est très élitiste. Hein. Twitter, c'est à peine 100 000 comptes en Côte d'Ivoire, je crois. Quelqu'un récupère le post du professeur Koulibaly sur la Cour des comptes sur Twitter et le publie sur Facebook. Là, il a 6 millions et quelques de comptes. Exact. Rapidement, le feu, il a pris. Et pendant 2-3 semaines, nous, on était heureux de se dire, attends, le travail qu'on a fait en 2022, personne ne venait voir. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Cour des comptes. Et c'est parti dans tous les sens. Bon, après, le feu s'est rééteint. Ouais. Mais quand même, ça a duré 2-3 semaines. On était contents. On a même été... on a même obligé le porte-parole du gouvernement à faire quand même un petit texte. Au Conseil des ministres pour dire, bon, cette affaire-là, voilà ce qu'on en pense. Et avant, personne ne suit. Et on va continuer. Donc, c'est pour dire, le travail, il est peut-être compliqué. On ne nous facilite pas la tâche. On ne nous facilite pas la tâche déjà parce qu'on ne forme pas les citoyens correctement. À l'école déjà, à l'école publique, on ne les forme pas déjà. Le rapport du PASEC, c'est vrai qu'il date de 2019, mais il est gravissime. Pour moi, je ne comprends pas que ça ne choque pas les gens. On vous dit que 75% quasiment, ou 70% pour être plus, 69,9 et quelques, non, 70% des élèves du primaire qui finissent là, ils ne savent ni lire ni écrire correctement. Bon. Comment vous voulez lire le vieux nègre et la médaille? Moi, je l'ai lu, j'avais 10-11 ans, c'est CM2, 6e. Bon, tu ne sais pas lire déjà quand tu sors du CM2. Ouais. Comment tu lis ce livre-là pour comprendre quelque chose, pour apprendre quelque chose? Comment tu liras la si longue lettre de Mariam Abba? C'est pour ça que je dis en fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense très normalement, là, il faut qu'on crée peut-être une institution où on met tous nos sociologues, tous nos psychologues. Okay. On leur donne du budget. Okay. Faut qu'on y pense.
un petit 100 milliards, là, on leur donne ça. Mhm. Ils vont nous produire des études Mhm. de terrain. Les gens seront étonnés. Mais tu sais, quand tu dis ça... Une des infos que je cherche à savoir, Oui. parce que à quoi sert notre bibliothèque nationale aujourd'hui? Mhm. La bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la bibliothèque privée de quelqu'un. Mhm. La bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, elle sert à quoi? Mhm. C'est une salle d'événements. Les églises la louent chaque week-end pour faire des événements. Personne ne va là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mhm. Il y a combien de bibliothèques municipales dans nos communes, à l'intérieur et autres? On n'en a pas. Mhm. Donc, vous voulez former les gens. Comment si l'information se trouve dans le livre? La Mhm. télé est bouclée. On ne fait que de la propagande. Les gens ne lisent pas. Bon, Internet est venu, mais Internet, moi, je ne me suis pas prononcé dessus parce que c'est aussi notre faute, Internet. Parce que le jeune sur Internet, il est à la fois utilisateur, donc il reçoit de l'information, mais il est aussi influenceur, il donne aussi de l'information. Mhm. De quoi on parle sur les réseaux sociaux? Exact. Moi, je faisais la remarque à un ami dernièrement, je lui disais, on parlait justement de participation politique des jeunes, et on se plaignait un peu voilà, par rapport à la révision de la liste électorale, les jeunes qui ne sont pas trop partis et tout ça, machin. Et on parlait du taux de participation aux élections. Le dernier taux que j'ai, malheureusement, il est très vieux, il date de 2017. Ok. C'était une étude de GPS qui est de l'UEMOA. Donc, c'est l'UEMOA qui a lancé une étude qui s'appelle Génération Paix et Sécurité, un truc comme ça. Là. Ok. Cette étude disait que de la tranche dont on est en train de parler, donc de 18 à 35 ans, le taux de participation est de 33% aux élections en moyenne. Ok. Alors qu'au-dessus de 35%, c'est 66% en moyenne. Quand on descend entre 18 et 25 ans, donc la tranche est un peu plus en dessous, mais qui vote, puisqu'à partir de 18 ans, on passe à 20%. Donc plus on descend, plus ça baisse. Mais je vous assure, demain, moi, je suis capable de vous faire une élection en Côte d'Ivoire avec 90% de taux de participation. Je mets ma main à couper. 90%, je dépasse largement. Mhm. Parce qu'il y a des sujets qui intéressent les gens. Il y a des sujets qui ne les intéressent pas. Mhm. Quand vous dites, allez voter quelqu'un, bon, vous parlez de quoi? La monnaie, vous parlez de démocratie, vous parlez de souveraineté, bon, ça ne dit rien. C'est On vrai. fait une élection couplée, en mode référendum, en même temps élection. On dit, l'élection, on parle par exemple de l'homosexualité. Faut-il légaliser ou pas? Je vous assure, 90% minimum de taux de participation. C'est Parce vrai. que ça, c'est un sujet. Moi, j'ai remarqué que les Ivoiriens aiment beaucoup se prononcer dessus. Ouais. Est-ce qu'il faut faire polygamie ou pas polygamie? Moi, je me souviens, en 2020, le candidat que j'accompagnais, il y avait une petite partie de notre programme qui parlait de polygamie. Ouais, je m'en souviens. On voulait le légaliser parce qu'on s'était dit, bah, les gens le font déjà, autant légaliser. Mhm. Pourtant, les plus gros points de notre programme, ça concernait la monnaie, ça concernait l'éducation, ça concernait la santé. Les gens n'ont pas vu ça. Ils sont allés chercher le petit point de programme qui est au fond de la page là-bas, là, 18e, 20e place, pour dire, ah, apparemment, vous voulez légaliser la polygamie. Et le débat a pris dessus. Et on n'était plus le parti qui voulait changer la Côte d'Ivoire, on était le parti qui voulait légaliser la polygamie. Donc, vous voyez, là, c'est juste pour dire en fait que les jeunes dont on parle, là, c'est vrai, on a tendance à dire, oh, les pauvres, mais eux aussi, là, ils ne sont pas uniquement des victimes, ce sont des condamnés volontaires. Mhm. Des gens qui sont peut-être, je dirais même, volontaires au suicide. Et c'est nous qui devons maintenant leur dire non, ne te suicide pas, non, arrête de faire ça, essaie de grandir un peu, fais attention à toi. Mm. Et c'est ce travail qu'on fait, mais on n'est pas payé pour le faire. Donc C'est du vrai. coup, on fait comme on peut avec nos moyens. Et si réellement celui qui a la responsabilité de construire la nation, qui est les pouvoirs publics, s'ils ont vraiment envie de faire changer les choses, c'est très simple. Hein. La télé est là. On a enlevé 2-3 novellas là, et puis placer des émissions comme celle-là, par exemple, ou des émissions où on explique les choses aux gens, où on décortique, où on est capable même de contredire un responsable politique qui a dit une chose qui n'est pas bonne, pour que tout le monde sache que ce qu'il a dit là, on ne fait pas ça maintenant. Voilà comment je dois fonctionner. Parfait. Je trouve que c'est très intéressant en tout cas d'avoir fait ça. Malheureusement, le temps est contre nous. Je pense qu'on a J'ai pris passé trop de temps, désolé. aucun problème, aucun problème. C'était très pertinent, tous les échanges qu'on a eus avec chacun et chacune. Ce que j'aimerais dire, c'est que au-delà de toutes les considérations qu'il pourrait y avoir, il y a plusieurs choses qui sont ressorties de nos échanges. La première chose, c'est l'éveil de conscience. La deuxième chose, c'est la compréhension des enjeux politiques. Il faut pouvoir les comprendre. Et l'une des troisièmes choses qui est aussi très importante, c'est de pouvoir aller toucher les personnes qui vont entendre ce message-là.
Parce qu'on a des moyens qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des moyens qui sont intéressants, qui sont issus d'une certaine avancée technologique, mais ça ne permet pas de toucher toutes les personnes. C'est un peu des moyens qui sont un peu, on pourrait considérer pour des personnes élitistes, entre guillemets. Mais j'entends aussi qu'il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui se poursuit, que ce soit des institutions gouvernementales, que ce soit des organisations de société civile, que ce soit des associations. Chacun essaie vraiment de pousser un message et que ce soit aussi le podcast, il nous en parle aussi. On veut effectivement être capable de transmettre un message que tout le monde entende, qu'on puisse vraiment être capable de s'interroger. Parce que c'est par les interrogations qu'on développe des actions et c'est par ces actions-là qu'on fait changer les choses. J'aimerais juste vous laisser le mot de la fin à chacun et à chacune. Je conclurai sur cet échange-là. Mais en parlant de mots de fin, j'attendrai de vous, messieurs, dames, s'il vous plaît, un livre ou une série, éventuellement, que vous avez regardé ou que vous regardez, et vous nous dites ce que vous en avez pensé ou ce que vous en pensez. Je pense que je vais commencer par Khadija. D'accord, ok. Alors moi, je ne serai pas longue du tout. Je vais chuter justement avec cette prise de parole, puisqu'on parlait donc de conscience politique. De conscience politique. C'était la question de conscience politique et de jeunesse. Je vais chuter justement avec le fait que, donc, pour moi, on parlera vraiment de conscience politique. C'est intéressant qu'il ait souligné tout ce qu'il a souligné. Lorsque tous les citoyens seront capables de comprendre qu'on parle de polygamie ou non, qu'on parle de cherté de la vie ou d'autres choses, qu'on parle d'éducation ou de droits des personnes en situation de handicap, d'une façon ou d'une autre, ça nous concerne. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quand on sera à ce niveau-là qu'on pourra parler de conscience politique, parce que ce n'est pas forcément de dire que parce que les citoyens sont intéressés par ces questions-là, qu'il faut baser donc l'argumentaire politique ou citoyen ou civique autour de ces questions-là. C'est de comprendre justement qu'une question nous parle, nous, ou parle à l'autre, d'une façon ou d'une autre, on est impacté directement ou indirectement par ce sujet. Voilà. Et donc, c'est avec la participation de tous, une fois de plus, comme ils l'ont souligné, qu'on pourra y parvenir, parce qu'une meilleure conscience politique fera des citoyens plus avertis, et puis donc nous conduira à un environnement sociopolitique plus stable et propice donc aux activités, on va dire à la floraison. Voilà. Et puis voilà, à la rentabilité de toutes nos activités donc respectives sociaux, voilà, de toutes nos activités économiques, socio-économiques respectives, voilà. Et puis en ce qui concerne donc le bouquin que moi je lis présentement, c'est un livre de Howard Zinn, voilà, Imbécile, c'est pour vous que je meurs. C'est ce que je lis présentement. Okay. Parce que j'aime beaucoup ce livre-là, parce que justement il nous permet en tant que jeunes surtout, il nous permet d'évaluer le poids et le prix de l'engagement. D'accord. Donc moi, c'est un bouquin que je prends beaucoup de plaisir à lire, parce qu'il m'apprend beaucoup de choses. Il me permet donc de me rendre compte de beaucoup de choses que j'avais peut-être déjà identifiées le long de mon parcours civique et citoyen, et que justement j'encourage tous les jeunes donc, qui nous suivent, et même tous les aînés donc, qui ne l'ont pas encore lu, voilà, à le parcours. Voilà. Parfait, merci à toi. Eric? Ok, moi, ce n'est pas un bouquin. Déjà, j'ai beaucoup aimé le titre. Hein. C'est vous que je meurs, je trouve ça vraiment, c'est du génie, ça. Moi, je n'ai pas un bouquin, c'est plutôt une série que je regarde actuellement, que j'invite tout le monde à regarder, surtout si vous vous intéressez à la chose politique ou en tout cas à la société en général. C'est une série britannique qui vient à peine de commencer, hein, c'est la première saison, on doit être autour du 5e ou 6e épisode, qui s'appelle Years and Years, donc années et années. Vous le trouvez plus facilement avec la traduction anglaise. Et cette série, en fait, essaye de montrer le futur proche de l'Europe, puisque la série se situe plus précisément en Angleterre, mais aussi dans l'Europe occidentale. Et cette série montre le résultat ou la conséquence de ces débats, des débats politiques qu'on a aujourd'hui, réellement dans la vie réelle en Europe. Des débats sur l'immigration, des débats sur la fécondation in vitro, des débats sur l'avortement, des débats sur l'homosexualité. Tous ces choix qu'on est en train de faire aujourd'hui, et notamment l'arrivée vraiment très pressante des extrêmes droites, de leur façon de voir les choses et tout ça, ils ont essayé de deviner ce que ça donnerait dans 3, 4, 5 ans. Okay.
Et ils y sont allés vraiment jusqu'au bout. Ils ne se sont pas bridés. Ils ne se sont pas du tout censurés. Et la série est vraiment magnifique. Ok. Et pourquoi est-ce que je trouve que ça va bien avec le thème dont on a parlé aujourd'hui? Parce qu'on l'a dit à l'entame, hein, que la chose la plus importante pour parler de participation citoyenne, d'engagement des jeunes, c'était la compréhension des enjeux. Aujourd'hui, par exemple, moi, il y a un sujet qui me brise le cœur en Côte d'Ivoire, c'est l'orpaillage clandestin. Okay. C'est quelque chose dont on parle, c'est un peu en fond sonore quelque part, on ne se préoccupe pas trop. Mais l'enjeu le plus important derrière, c'est le développement durable. C'est l'eau, c'est la santé. Quand on parle aujourd'hui du CFA ou de la monnaie, c'est pour que demain, on puisse parler de croissance économique en Afrique, ou en Côte d'Ivoire en tout cas. Quand on parle aux gens de l'éducation, de l'école en Côte d'Ivoire, du fait qu'il faut changer les choses, c'est pas seulement pour l'école d'aujourd'hui, c'est pour la compétitivité des jeunes de demain. Le jeune ivoirien de demain, avec Internet, avec tout ce qu'on dit, aujourd'hui, des gens peuvent rester très loin et puis compétir pour un emploi en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on puisse, dans 5, 10, 15, 20 ans, il faut que les jeunes Ivoiriens soient capables, à travers le monde, d'avoir au moins aussi leur place, en fait. Parce que si on est trop en retard, forcément, on va louper le train. Donc, je veux dire que des choses très basiques dont on discute aujourd'hui, au point je n'ai pas dit du feu, mais voilà, comme on est assis là, c'est des choses qui vont avoir un impact dans quelques années. Et si on ne prend pas la mesure de l'importance des enjeux aujourd'hui, on va s'en mordre les doigts demain. Okay. Et cette série le montre très bien. Parfait, merci à toi. Liam? Écoute, merci déjà pour cette initiative parce qu'elle contribue à échanger, à discuter. C'est vrai qu'elle est encore élitiste, mais bon, on dira que c'est déjà un pas envers cette conscience politique que nous essayons d'inculquer à tout le monde. Il faut qu'on comprenne déjà, tous les jeunes, que c'est la responsabilité citoyenne. Elle s'impose à tout le monde, quel que soit le domaine, que ce soit socio-économique, institutionnel, elle s'impose à tout le monde. Il faut discuter des actions politiques, il faut se les approprier et il faut s'engager de façon positive dans la construction communautaire. C'est seulement à partir de là qu'on va vraiment pouvoir parler de réel développement et de conscience politique. Pour l'œuvre que je lis actuellement, je lis le livre de Samantha Tracy. Le titre, c'est Lui l'homme. C'est une œuvre assez décalée qui parle du fait que nous vivons dans un monde où les hommes n'ont aucun pouvoir. Alors, il est dit dès le début de l'œuvre que lorsque Adam, depuis l'histoire d'Adam et Ève, quand il dormait, Dieu lui a enlevé pendant son sommeil toute supériorité pour lui donner à la femme. Donc, on est dans un monde où l'homme n'a absolument aucun droit, où les questions de spiritualité, de politique, de niveau socio-économique sont mis en avant, où on a des hommes qui sont violés et où les actes sont totalement banalisés, où on a un homme qui essaie, dans un monde qui est totalement offert et toute l'accessibilité pour les femmes de devenir quelqu'un. Donc, c'est une œuvre assez intéressante que je recommande. Parfait. En tout cas, je te remercie. Et puis, je remercie chacun et chacune de vous pour votre disponibilité, pour ce temps, pour ces mots que vous avez échangés. Je suis convaincu que tous les auditeurs, quand ils regarderont ce podcast, ils seront touchés par les mots que vous avez mis en avant, qui pourront avoir cet éveil-là de conscience politique, parce que c'est de ça qu'on parle. Et nous sommes convaincus que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes d'hier et les jeunes de demain seront ceux qui seront capables de faire bouger les choses, de changer, d'apporter du changement. On initie de notre part avec les initiatives, chacun dans son domaine, mais le résultat final, ou du moins les avancées les plus significatives, viendront de vous. Alors, merci à vous, merci à tous les auditeurs, merci à vous, chers intervenants. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode de « Il nous en parle ».